Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour l'animation de ce webinaire qui va aborder le sujet de la sécurisation du CIR et du C2I. Et déjà, dans un premier temps, je vais vous proposer quand même d'attendre 1 ou 2 minutes que d'autres participants puissent se joindre à nous. Et puis, je démarrerai notre présentation en abordant notamment le rescrit fiscal, le contrôle sur demande et enfin les bonnes pratiques à mettre en place de manière générale pour sécuriser son CIR et son C2I au-delà des recours légaux. Donc, je vais quand même présenter Sogedev. Nous sommes un cabinet créé depuis 2002 avec plus de 90 experts pluridisciplinaires. Nous avons plus de 800 clients en France aujourd'hui et nous avons réalisé plus de 4000 missions de conseil. Le siège est à Issy. Nous avons aujourd'hui des agences presque sur toute la France, puisque nous sommes à Lyon, Aix, Nantes, Toulouse, Lille et Bordeaux depuis peu. Nos partenaires, je peux citer notamment l'Association des conseils en innovation dont nous avons la vice-présidence avec d'autres membres, le partenariat avec Croissance Plus en tant que membre de la commission recherche et innovation. Évidemment, nous sommes référencés conseils en CIR C2I, nous avons été parmi les premiers à être référencés. Et enfin, nous sommes partenaires de l'association du comité Richelieu, avec lequel nous avons pu publier une enquête sur l'utilisation du CIR par les PME et ETI à la fin 2023. Donc, pour démarrer ce webinaire, je vais faire quelques brefs rappels sur le CIR et le C2I. Pas très long, puisque normalement, le but étant de parler de la sécurisation du CIR et du C2I, je vais quand même partir du principe que vous êtes familier un petit peu des notions de base. Donc, pour le crédit d'impôt recherche, qui finance 30% des dépenses éligibles jusqu'à 100 millions d'euros, il faut faire attention à bien valoriser une opération de R&D. On va plus parler d'opération de R&D que de projet de R&D, parce que je sais que dans le langage commun, tout le monde a tendance à dire mon projet de R&D. Là, il vaut mieux parler d'opération de R&D qui vise à résoudre notamment une problématique scientifique non résolue dans l'état des connaissances scientifiques et dont la résolution s'appuie sur une démarche scientifique dûment tracée et documentée. Donc là, on va parler comme un chercheur presque académique et on va présenter un peu l'opération de R&D à la manière d'une publication scientifique. Les opérations éligibles au CIR doivent respecter les 5 critères de Frascati, que sont la nouveauté, créativité, l'incertitude, la systématisation et la transférabilité et ou reproductivité. Le crédit d'impôt innovation, quant à lui, dépense. Alors, depuis 2023, justement, depuis le 1er janvier 2023, 30% des dépenses éligibles plafonnées à 400 000 euros. Et il est à destination uniquement, par contre, des PME au sens communautaire qui ne sont pas en difficulté au sens communautaire. Il finance notamment les projets de conception de prototypes de produits nouveaux, dont les performances techniques, fonctionnelles, ergonomiques et conceptuelles sont supérieures à celles des produits concurrents sur le marché adressé. Donc, pourquoi on va parler de sécurisation de CIR et C2I aujourd'hui? C'est parce que l'administration a jusqu'au 31 décembre de la 3e année qui suit l'année de déclaration d'un crédit d'impôt pour revenir dessus, le contrôler et éventuellement le redresser s'il n'est pas proprement monté. Donc, par exemple, un crédit d'impôt 2023 que vous allez déclarer en 2024, typiquement au mois de mai 2024 pour les clôtures au 31/12, il sera contrôlable jusqu'au 31/12/2027. Et ensuite, pour les PME et les JEI notamment, si vous êtes dans le cas d'une demande de remboursement anticipé ou immédiat, vous pouvez avoir effectivement une instruction de cette demande. Et par ailleurs, ça peut vous intéresser, on observe une augmentation du nombre des instructions suite à demande de remboursement des crédits d'impôt. Les outils pour sécuriser votre déclaration. Donc, le premier outil qu'on cite souvent, c'est le rescrit spécifique CIR C2I. Ce rescrit est codé et encadré par les articles 3 et 3 bis de l'article L80B du livre des procédures fiscales. C'est un thème un peu barbare qui parle du rescrit fiscal spécifique CIR C2I
parce que vous pouvez aussi pratiquer le rescrit fiscal de manière plus large sur des questions plus générales, sur d'autres sujets. Il peut y avoir aussi le rescrit sur la TVA, par exemple. Il permet de demander à l'administration de se positionner sur votre question. Là, en l'occurrence, la question est est-ce que mon projet ou mon opération est éligible au CIR ou au C2I? Attention, la spécificité ici, on va déposer un rescrit par opération ou par projet si on parle de C2I. Le destinataire, c'est l'administration fiscale ou le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, qu'on appelle DRARI en région, ou la DRETS, ça a encore changé de nom pour le crédit d'impôt innovation. La date limite de demande, c'est là que c'est un petit peu plus compliqué pour l'exercice, c'est que c'est au plus tard 6 mois avant la déclaration de son crédit d'impôt recherche ou innovation. Et là, on part hors délai supplémentaire dû aux télédéclarations ou au potentiel IS nul à payer. Donc, typiquement pour les déclarations qui vont avoir lieu le 15 mai cette année, avec le solde d'IS, ça voulait dire qu'il aurait fallu pour 2023 déposer son rescrit au plus tard le 15 novembre 2023. Donc, le délai de réponse de l'administration, c'est un peu comme le rescrit JUI, si vous êtes familier, c'est 3 mois. Au-delà, on considère qu'il y a un accord tacite. Si l'administration revient vers vous en refusant votre demande de rescrit, elle doit motiver son avis en première chose, généralement suite à une expertise, et vous avez quand même un recours qui est le collège de second examen. Attention, vous partez avec le même dossier que celui que vous avez déposé initialement, donc il faut l'avoir bien décrit dès le départ, et un courrier d'accompagnement pour éventuellement contester les motifs de refus que vous avez eus. À noter une petite spécificité uniquement à destination des PME au sens communautaire, elles peuvent inclure un montant plancher des dépenses de R&D innovation, montant plancher parce que comme vous avez été obligé de le déposer le 15 novembre de l'année civile pour lequel vous vouliez le rescrit et vous voulez déclarer votre crédit d'impôt, forcément vous n'avez pas les dépenses sur l'année complète. Le dossier de rescrit, c'est important, il doit présenter l'opération de R&D et le projet d'innovation selon le formalisme du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour le crédit d'impôt recherche et celui d'entreprise.gouv.fr pour le crédit d'impôt innovation. Typiquement, on présente la société, on décrit son historique, ses activités économiques, son activité de recherche et innovation de manière générale. Il est important, c'est souvent quelque chose sur lequel les entreprises passent beaucoup ou n'y passent pas assez de temps, c'est de décrire l'organigramme global et l'organigramme de l'équipe R&D. C'est important, même si vous n'avez pas une équipe, si vous êtes une petite structure et que vous avez peu de salariés et que tout le monde fait un peu tout, c'est comme c'est souvent observé quand même sur les très jeunes structures, ça reste important par rapport à l'activité de R&D de dire qui est le chef de projet et qui organise quoi et comment tout ça s'organise par rapport à l'activité générale de l'entreprise. C'est un premier élément qui montre que vous avez structuré votre activité de recherche et innovation, même si vous n'êtes pas une très grande structure. Ensuite, on présente évidemment le projet de recherche et innovation. Je vais aborder le détail juste après, avec des éléments caractérisant la R&D ou l'innovation suffisamment décrits et dûment sourcés pour qu'un œil externe, en l'occurrence l'expert, puisse valider les 5 critères de Frascati pour le CIR ou la supériorité technique, fonctionnelle, ergonomique, etc. pour le bien et pas le service associé pour le C2I. Attention, c'est important, il faut démontrer et pas seulement énoncer. C'est tout le sujet des récentes décisions et de notre retour d'expérience récent sur les déclarations de crédit d'impôt recherche et innovation. Une petite information supplémentaire, la demande doit être précise, complète et sincère. L'administration ou l'expert peuvent demander en cours d'instruction des éléments supplémentaires. Ils peuvent même demander éventuellement un échange entre l'expert et le contribuable pour apporter des précisions sur le dossier et l'opération présentée notamment. L'opération de R&D, là on va parler du rescrit CIR uniquement. On replace l'opération de R&D dans le cadre de l'activité de la société. Je reviens à ce que je décrivais il y a quelques minutes sur l'organigramme donc de l'entreprise et de son équipe R&D. Ça va faire un peu le lien justement. On décrit et on caractérise la problématique scientifique à résoudre. Cette problématique scientifique, elle peut être transverse à plusieurs projets
à visée commerciale. Donc, c'est important de bien la caractériser. On analyse l'état de l'art en lien avec la problématique. L'état de l'art n'est pas à confondre avec la veille concurrentielle ou la veille uniquement technologique. On parle bien de références de type académique. Vous verrez à la fin de cette présentation, j'ai référencé quelques sites qui peuvent vous aider à faire ces recherches-là. Il faut clairement exprimer les verrous et les incertitudes qui découlent des lacunes de l'état de l'art par rapport à votre problématique. Ensuite, alors c'est un petit peu curieux, mais effectivement, on va décrire dès à présent les résultats et les contributions obtenues ou recherchées, en mettant l'accent notamment sur est-ce que vous cherchez à proposer une technique originale, une méthodologie originale ou une amélioration du savoir-faire entourant des concepts ou des technologies très récents. Ensuite, on décrit le raisonnement scientifique pour résoudre la problématique. Pour ceux qui sont familiers des revues et des articles scientifiques, ça correspond à la section méthodologie d'une publication scientifique. On va expliquer, poser les hypothèses retenues et décrire les théories, concepts, principes utilisés ou à développer. Ça peut être aussi un alignement original de concepts et de principes qui ont peut-être été unitairement utilisés par, entre guillemets, votre concurrence scientifique. Ensuite, décrire les travaux conduits. Et pour terminer, et là c'est très important, et ça fera le lien à la dernière section de cette présentation, on décrit le temps passé et les contributions des ressources humaines internes et des éventuels tiers qui sont intervenus sur le projet. Bien évidemment, indiquer tout indicateur de R&D que vous auriez pu avoir. Ça peut être un brevet, ça peut être une publication, ça peut être une présentation, la participation à un congrès technique ou scientifique. Il n'y a pas de limitation. Ça peut être aussi éventuellement avoir bénéficié de certains dispositifs vraiment liés à la recherche au sens presque du CIR, comme les tests chiffres de la NRT. Pour le C2I, c'est un petit peu plus court, mais le degré d'exigence est finalement le même. On décrit les objectifs du projet et on exprime assez simplement, j'ai envie de dire avec des termes très concrets, ce que va faire la solution, le produit que vous allez développer. On décrit le marché adressé et on identifie clairement les entreprises et les biens concurrents dûment caractérisés présents. Alors, c'est au démarrage du projet, je précise bien. Attention, j'ai mis de ne pas confondre le marché et la cible. C'est très important parce qu'en décrivant uniquement la cible que vous allez adresser à travers votre solution, on peut en oublier le marché au sens plus large. Et c'est aujourd'hui comme ça que l'administration l'analyse et passer à côté de certains concurrents. On décrit les besoins non comblés et on détaille bien les performances qu'on doit atteindre pour arriver à combler ces besoins. C'est un petit peu l'équivalent de la problématique et des incertitudes pour le CIR. Ensuite, on décrit les travaux de prototypage du bien qu'il y a derrière le produit. On parle bien du bien et pas du produit dans sa globalité, parce qu'au sens du manuel d'Oslo, qui est la référence utilisé par l'administration pour caractériser l'innovation éligible au C2I, le produit a deux facettes, le bien et le service associé. Il faut savoir que pour le C2I, on se limite exclusivement au bien qu'il y a derrière le produit et le service que vous allez peut-être adosser. Il faut terminer par une caractérisation la plus sourcée, la plus chiffrée possible de la supériorité du prototype que vous avez conçu par rapport aux concurrents, à l'aide éventuellement de ressources qui peuvent être vérifiables par un œil externe. Typiquement, si vous faites ça un petit peu a posteriori, allez regarder les sites comme WebArchive, qui sont utilisés d'ailleurs par les experts qui analysent le C2I ou les rescrits C2I, pour aller regarder une photo du produit concurrent au démarrage de votre projet. Ensuite, de la même manière que pour le CIR, il faut décrire le temps passé, les contributions des ressources humaines internes et des éventuels tiers. Les suites de la demande de rescrit. Vous avez construit, vous avez un peu transpiré pour construire votre dossier de demande de rescrit, vous l'avez adressé. Comme on le disait en préambule, au-delà de 3 mois sans retour de l'administration, ça vaut pour accord tacite. L'accord tacite ou non, c'est une prise de position de l'administration. Évidemment, quand elle est écrite, elle est opposable formelle uniquement si la situation que vous aviez décrite dans votre demande, dans votre dossier initial est exactement la situation
vécu. Si vous décrivez quelque chose d'un peu trop prospectif, ça peut être le cas, par exemple, si vous décidez dès maintenant de déposer un rescrit pour votre CIR ou C2I 2024-2025 en vous disant j'ai un projet qui va me prendre 2 ans, je vais aller demander tout de suite son avis à l'administration avant d'y aller. La problématique, c'est qu'arrivé à la fin de cette période-là, peut-être que la réalité du projet s'est écartée, éloignée de ce que vous aviez décrit au démarrage. Il y a quand même une possibilité dans ces cas-là, c'est de pratiquer le rescrit roulant, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez observé un écart dans la réalité du projet par rapport à ce que vous aviez décrit initialement, vous pouvez solliciter l'avis de l'administration en lui disant « Je vous avais envoyé tel rescrit qui décrivait un projet prospectif. Finalement, mon projet s'est écarté un peu de ce que j'avais décrit initialement. Voilà une mise à jour. » Et dès lors que votre situation réelle est exactement celle que vous avez décrite dans le rescrit ou le rescrit roulant, alors l'administration ne peut pas revenir dessus et vous contrôler, j'ai envie de dire, vous refusez votre crédit d'impôt par la suite. Si, en revanche, vous avez eu un refus de l'administration suite à la demande de rescrit, notamment sur le fonds scientifique, vous avez quand même un recours qui est encadré par l'article L80CB, qui stipule qu'une entreprise dispose de 60 jours à compter de la date de réception de l'avis pour solliciter le collège de second examen, qui permet de faire expertiser le dossier initialement déposé par un autre expert parfois. Très souvent, en réalité, ce collège de second examen reste limité à l'analyse de la part de l'administration du dossier tel qu'il a été déposé initialement. Autre possibilité de sécurisation qui ne fait pas trop l'unanimité quand on le propose à nos clients, c'est le contrôle sur demande, qui est cadré par l'article L13C du livre des procédures fiscales. C'est une procédure à l'initiative du contribuable qui lui permet de demander à l'administration de contrôler certaines déclarations fiscales. Donc, le contrôle sur demande, de manière générale, n'est pas exclusif du CIR ou du CDSI. Encore une fois, vous pouvez le faire sur de la TVA, par exemple. Il est relativement récent, en tout cas par rapport à l'existence du CIR de C2I, puisque le contrôle sur demande a été mis en place en 2018 suite à une expérimentation qui avait été engagée par l'administration fiscale auprès d'une sélection d'entreprises, justement en 2013, pour proposer du contrôle en cours de route, en fait, de ne pas attendre une clôture de résultats et puis 1, 2, 3 ans après coup, mais de contrôler limite en cours de route les entreprises. Ça a été plutôt un succès, d'où effectivement la mise en place de ce contrôle sur demande dès 2018. Pour apporter quelques précisions, c'est une procédure qui n'a pas de délai. C'est-à-dire quand vous sollicitez un contrôle sur demande et que l'administration y donne suite, elle n'a pas réellement de délai pour répondre et pour réaliser son contrôle sur demande. Mais enfin, généralement, elle s'engage quand même à le réaliser sur une durée de moins d'1 an. Pour les entreprises concernées, évidemment, on ne parle que des sociétés soumises à l'IS ou à l'IR, à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu. Et il y a une petite spécificité du contrôle sur demande pour le CIR et le C2I, c'est qu'il n'y a pas de condition de réalisation de chiffre d'affaires, ce qui n'est pas le cas quand vous demandez un contrôle sur demande pour d'autres aspects que le CIR ou le C2I. La demande écrite du contribuable est adressée alors à son SIE et elle peut porter sur des crédits d'impôt déclarés passés, alors évidemment sur lesquels l'administration peut revenir, sur des crédits d'impôt prescrits, sur des crédits d'impôt recherche portant sur des exercices clos non encore déclarés. Typiquement, là tout de suite, vous pourriez demander un contrôle sur demande de vos crédits d'impôt recherche ou innovation 2023, sachant que vous ne l'avez peut-être pas encore la plupart du temps déclaré, puisque au 31/12, les dates limites de déclaration sont début mai, sur la première quinzaine de mai. Et on peut même faire ça sur des CIR sur l'exercice en cours. Donc là, on peut imaginer un contrôle sur le crédit d'impôt 2024. Bon, aussitôt dans l'année, ça n'aurait pas trop de sens encore, parce que souvent, l'intérêt du contrôle sur demande, c'est à la fois de se positionner sur le projet, mais surtout sur les dépenses associées. Et là, quand on n'a qu'un mois de dépenses engagées, à moins que ce soit un sujet très particulier sur un montage de sous-traitance en cascade, par exemple,
j'aurais tendance à vous conseiller d'attendre qu'il y ait un peu plus d'avancement sur l'année civile 2024 pour pouvoir procéder à ce contrôle. La demande doit préciser l'objet et la portée exacte du contrôle. Elle intègre les dossiers techniques, administratifs et financiers les plus complets possibles. Donc, vous allez par exemple dire « Je veux un contrôle de mes crédits d'impôt recherche 2023-2024 », parce que ça porte sur une opération ou deux de R&D en particulier. Et là, vous adossez l'assiette des dépenses avec tous les justificatifs financiers et administratifs. Je pense notamment aux copies de factures, aux copies des diplômes, des CV du personnel retenu, au tableau de description du temps et des contributions associées. On va y revenir encore une fois. Alors, l'administration n'est pas obligée de donner suite à votre demande de contrôle. En revanche, une réponse de sa part l'engage, encore une fois, et doit préciser la date, le lieu d'intervention et l'objet. Cet avis, s'il est rendu, intègre un compte-rendu du contrôle et l'avis de l'expert. La prise de position de l'engageant, elle est formelle et opposable, c'est-à-dire que si vous faites l'objet d'une vérification de comptabilité plus générale par la suite sur le crédit d'impôt, recherche ou innovation pour lequel vous aviez demandé ce contrôle, vous ne pourrez pas être redressé. Si le contrôle ne révèle aucune erreur, les CIR et C2I sont sécurisés. Si le contrôle sur demande révèle les anomalies, des inexactitudes, des omissions ou des insuffisances sur les déclarations, l'administration va vous proposer de régulariser spontanément et sans pénalité votre crédit d'impôt recherche. C'est très fortement recommandé. De manière générale, procéder à une déclaration alors que suite à un rescrit ou à un contrôle sur demande, il y avait des problématiques sans en tenir compte de ces problématiques, vous engage potentiellement à subir des pénalités dans le cas d'un contrôle ultérieur. Donc, si vous procédez à ces outils de sécurisation, faites attention à bien suivre la recommandation de l'expert ou de l'administration, éventuellement à corriger, à apporter des compléments. Vous avez le droit avec les recours possibles, mais ne jouez pas le jeu de faire du forcing sans en tenir compte. Enfin, je vais terminer par quelque chose qui me paraît très, très important, surtout à l'aune des récentes décisions de justice et dont on entend beaucoup parler sur LinkedIn en ce moment et sur les réseaux sociaux de manière générale, qui concerne la structuration, la planification et la consignation de ces activités de recherche, développement et innovation. Vous allez voir en plus que cette logique, elle va au-delà du CIR et du C2I, elle peut vous être utile clairement bien au-delà. En premier lieu, je vous invite très, 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 très fortement, même dès le départ, même quand vous commencez tout juste votre activité, je sais que c'est pas simple, parce que contrairement à ce qu'on voit des fois dans les affiches dans le métro, monter une entreprise, ce n'est pas simple, ce n'est pas facile. Il faut s'entourer de comptables, de directeurs administratifs et financiers en externe, en interne. Il faut penser à son projet, penser à vendre son projet, penser à générer du revenu. Donc, c'est clairement pas simple. Pour autant, mettez en place des outils de planification, suivi et consignation de projet. Mais vraiment, très, très fortement. Pourquoi? Parce que par rapport au crédit d'impôt recherche, déjà, c'est l'un des éléments qui va vous permettre de démontrer le critère de systématisation. Parmi les 5 critères de Frascati, je n'ai pas trop détaillé qui était quoi, mais le critère de nouveauté, c'est que vous allez adresser une problématique qui n'est pas résolue dans l'état de l'art. Le critère de créativité, c'est démontrer que votre démarche s'appuie sur des hypothèses originales ou sur un alignement de concepts de théorie originale. L'incertitude, c'est montrer que l'état de l'art, les lacunes de l'état de l'art, créent des verrous, des incertitudes qui peuvent être amplifiées en plus dans le contexte d'étude de l'opération de R&D par rapport à votre contexte d'entreprise. Le critère de transférabilité, reproductibilité s'applique aux résultats que vous obtenez, qu'ils soient positifs ou non d'ailleurs. C'est montrer que les résultats que vous obtenez peuvent s'appliquer à un contexte, alors pas diamétralement opposé à celui que vous étudiez, mais un contexte connexe, d'entreprise connexe. Il peut se généraliser à une échelle plus grande, par exemple. Et enfin, le critère de systématisation,
c'est montrer que votre projet est planifié et que vous avez défini des ressources allouées, sous-entendu au démarrage du projet et pas a posteriori. Donc, c'est important de mettre en place ces outils de planification, suivi et consignation. Il y a des exemples assez classiques. Je sais que le milieu du numérique, ça parlera peut-être plus au milieu du numérique. Il y a Trello, Jira, Asana, Wrike, Monday, qui sont des outils qui peuvent être intéressants. Là, je vous invite vraiment, et si vous n'avez pas les moyens au démarrage de votre activité de faire appel à ces outils, Excel, on peut faire des Gantt avec Excel. Ce n'est pas l'outil le plus pratique, mais ça peut se faire. Et ça peut au moins vous aider à poser votre projet. Ça va être utile aussi pour aller chercher d'autres financements que celui du CIR. Donc, dès le démarrage du projet, mettez en place ces outils. Suivez, définissez les grandes étapes et tâches à réaliser et les ressources humaines que vous souhaitez y allouer, matériel, externe aussi, quand vous pensez avoir besoin de faire appel à des sous-traitants. Mettez en place un outil de suivi de temps et des contributions des salariés et des tiers. Il y a des outils comme Ludix, Time Doctor, plus éventuellement les outils cités plus haut, qui peuvent des fois avoir aussi, mais souvent de manière payante, intégrer des suivis de temps. C'est important, depuis cet été, on l'avait observé avant, l'administration en demande d'information et contrôle demande systématiquement, non pas que des heures par opération ou projet d'innovation pour chacun des salariés, mais le détail de leur contribution, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement et comment ce qu'ils ont fait concrètement participe à la démarche, à la résolution de la problématique quand on est dans du CIR et à la conception d'un prototype nouveau quand il s'agit de C2I. Consignez votre veille scientifique et votre veille concurrentielle. Comme je le disais tout à l'heure, il ne faut pas le confondre. Et l'ensemble des travaux que vous conduisez, ça va avec les contributions. Si vous demandez à vos salariés de bien suivre les contributions, normalement, vous aurez les travaux qui vont se rédiger au fur et à mesure pour partie. Si vous facturez, une petite astuce pour certains d'entre vous qui facturez vos clients au temps passé, vous avez déjà en fait un outil de suivi de temps finalement. Pensez à le configurer pour intégrer éventuellement un suivi des projets ERDI. Vous voyez avec le prestataire qui vous fournit votre outil de suivi de temps ou avec Excel si c'est avec des outils plus simples pour intégrer justement le suivi pas uniquement de ce que vous faites et de ce que vous facturez pour vos clients, mais aussi de vos activités de recherche et innovation. J'en reviens à la consignation de la veille scientifique et concurrentielle. Pour la veille scientifique, on parle de ressources académiques. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller voir les brevets éventuellement concurrents. Bien sûr, il faut, ça en fait partie. Mais très concrètement, il va falloir parler, vous exprimer, montrer que vous réfléchissez comme un expert du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui sont des chercheurs académiques. Ce sont des professeurs, maîtres de conférences. Eux, ce qu'ils regardent, c'est vraiment les articles de revue à comité de lecture, les thèses. Vous avez Google Scholar qui peut vous permettre d'accéder à certains articles accessibles. Je ne l'ai pas mis, mais vous pouvez vous créer un compte sur ResearchGate. Si vous identifiez des publications payantes, parce que très souvent c'est payant et vous n'avez pas forcément l'argent pour payer ou que alors vous vous retrouvez avec trop de références, demandez aux auteurs éventuellement dans ResearchGate, vous pouvez les contacter souvent, de gracieusement vous transmettre la publication parce qu'elle a un intérêt pour vous. Il y en a beaucoup qui vont y accéder en fait à ces demandes-là. Vous pouvez aller voir le site thèse.fr, hyper article en ligne aussi. Pour la veille concurrentielle, elle doit permettre de mesurer objectivement ce que les concurrents proposaient au démarrage des travaux de conception du prototype de bien. Je vous invite là à regarder les résumés Gartner, Forrester. Je reviens sur le fait de ne pas confondre la cible et une demande client avec le marché adressé. Sur les dernières décisions de justice, c'est un écueil qu'on voit souvent. J'ai telle très grande entreprise qui m'a demandé de lui développer un produit ad hoc. Ah ben, si elle est venue me voir, c'est qu'elle n'avait pas, c'est que mes concurrents, ils n'avaient pas ce qu'il fallait. Non, pas du tout, pas forcément. Là, on va parler d'une demande client, ça va être limite de la fourniture de logiciels et pas de la conception de prototypes.
vous risquez de tomber sur du sur-mesure, et ça, c'est pas éligible au crédit d'impôt innovation, la première chose. La deuxième chose, c'est que il est évident que adresser la cible est très important pour vendre votre produit, c'est pour toutes les démarches marketing et de communication, c'est rarement ce qui vous permet de définir précisément le marché et les besoins à combler, malheureusement. Et prenez un peu de hauteur. C'est vraiment une appréciation du marché qu'on aurait, et de la même manière que quand vous allez chercher un financement au BPI. Et justement, j'en viens à ces autres financements, à faire le lien entre tout ce que je suis en train de vous dire, de mettre en place dès le démarrage de vos projets et la recherche potentielle d'autres financements. Parce que planifier, structurer, consigner votre projet, ça vous, dès le démarrage, au début, ça vous permet aussi d'aller chercher d'autres financements. Ces autres financements, si je prends le niveau d'exigence le plus élevé, qui est celui des financements européens, qui vous demande de définir des work packages à l'avance, sur du 2-3 ans à l'avance, avec des grandes étapes, des sous-étapes et le détail des ressources allouées. Finalement, ayez cette logique-là dès le démarrage, y compris pour vos projets, sans forcément au début rentrer dans un niveau de détail trop important, mais au moins, ça vous permettra de vous dire, OK, je consigne tout pour mes CIR et C2I, et peut-être, quand j'arriverai sur des phases de développement qui sont moins sur l'incertitude scientifique et donc de la charge, et plus sur des développements de prototypes et éventuellement même de l'industrialisation, commercialisation, plus je pourrais aller chercher d'autres financements avec cette même logique de consignation et de planification de mes résultats. Voilà, pour ma part, j'ai fini cette présentation. En résumé, je dirais qu'il est important de structurer sa recherche et son activité de recherche et innovation en mettant en place des outils de planification, suivi, consignation, de constituer un dossier complet et précis, quelle que soit la voie de sécurisation que vous allez choisir, et ne pas oublier qu'une réponse écrite de l'administration l'engage, que ce soit pour un rescrit, pour un contrôle sur demande ou un contrôle d'ailleurs pas sur demande. Et le prochain épisode, pour ceux que ça intéressera, concernera le dispositif Jeune Entreprise Innovante et les nouveautés associées, puisque vous avez dû voir beaucoup d'annonces à ce sujet et que l'actualité est effectivement riche. Je laisse la parole à ma collègue à distance qui va pouvoir, merci, me transmettre les questions, et c'est le cas. Alors, est-ce qu'il y a possibilité d'échanger avec l'expert pendant la demande, l'instruction? Alors, ça dépend. Vous pouvez demander, mais l'administration n'est pas obligée, alors que ce soit d'ailleurs en contrôle classique, en contrôle sur demande ou lors du rescrit, vous pouvez demander à échanger avec l'expert, c'est un droit. Maintenant, l'administration et notamment l'expert n'ont pas d'obligation d'y donner suite. Le débat oral et contradictoire n'est pas une obligation lors d'un rescrit ou d'un contrôle sur demande. C'est une obligation lors d'un contrôle classique, mais uniquement et en priorité avec l'administration, pas nécessairement l'expert. Et les points de litige les plus fréquents sur les dossiers, alors ça dépend si on parle du dossier ou des projets ou des dépenses. Sur les projets de R&D, c'est typiquement des défauts sur la démarche scientifique et l'analyse et les incertitudes qui découlent de l'état de l'art qui sont souvent remis en cause. Donc à bien travailler, vraiment, quand vous analysez l'état de l'art, les références, prenez le temps de vous dire les lacunes, c'est ça, et quelles sont les questions que je me pose pour résoudre ma problématique à cause de ces lacunes, et d'enchaîner, ce qui va vous permettre d'ailleurs d'enchaîner derrière sur, et donc j'ai émis telles hypothèses et j'ai utilisé telle théorie et concept sur la démarche. Ces deux parties-là sont très liées ensemble. Le triptyque problématique état de l'art, démarche scientifique, c'est vraiment le trio clé de la justification du CIR. Et pour le C2I, c'est typiquement une confusion justement entre la cible adressée et le marché adressé, qui est plus large, et des défauts généralement de démonstration de la supériorité de manière chiffrée et mesurable, observable par un œil externe. Est-ce que d'autres intervenants ont des questions à me transmettre éventuellement? Non. Très bien, je vois qu'il n'y a plus de questions. Donc, si vous en avez d'autres, des plus détaillés avec des cas d'espèces
ou des cas particuliers que vous souhaiteriez aborder avec nous, n'hésitez pas à adresser vos questions à Marie Garnier. On tentera de vous répondre assez rapidement sur ces sujets-là. Et en tous les cas, je vous remercie à tous de votre attention et de votre participation. Et je vous souhaite une excellente fin de journée. Au revoir.